Regardez bien ce biscuit aux 2 yeux ronds et au grand sourire. Si vous avez grandi en France, il a forcément voyagé dans votre cartable. Derrière ce visage de pâte se cache l'un des plus grands monuments de l'industrie française, la biscuiterie nantaise, mondialement connue sous les 2 lettres BN. Pendant un siècle, les fours géants de son usine de Vertou ont dicté l'heure du goûter à des générations d'écoliers, transformant un modeste atelier en un empire intouchable. Puis, le silence est tombé. Enfermée dans des tableurs financiers, la biscuiterie nantaise a été vendue, dégradée et ballottée entre 5 multinationales étrangères, jusqu'à ce que l'usine de Vertou menace de fermer définitivement. Comment un tel géant du patrimoine a-t-il pu être dévoré par la finance ? Si vous souhaitez que nous racontions l'histoire d'une autre usine mythique ou d'une marque célèbre qui a marqué votre vie, écrivez-nous son nom dans les commentaires ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire pour préparer le prochain épisode. Chapitre 1. La boue des tranchées et les fours de Vertou. La place François II à Nantes, en 1896, sent le fleuve, le charbon de soute et le sucre brut. Dans ce grand port de l'Ouest, où accostent les navires chargés de rhum des Antilles, 2 hommes unissent leurs économies. Pierre Cossé, jeune négociant, et Pierre Sauvestre, courtier, achètent un entrepôt de briques. Leur idée, fabriquer des biscuits de qualité pour le peuple. À cette époque en France, le biscuit est une affaire d'extrême. C'est soit une gourmandise de luxe servie à Paris, soit un produit industriel importé d'Angleterre. Cossé et Sauvestre veulent une 3e voie, un produit local, digne et bon marché. Les premières années valident leur intuition. Les petites carrioles à cheval estampillées biscuiterie nantaise sillonnent les pavés. Les commandes affluent. Mais le succès est souvent le prélude au vertige. En 1902, Pierre Sauvestre est foudroyé par une maladie subite. Il meurt à 33 ans. Du jour au lendemain, l'atelier s'arrête. Le capital est figé, les créanciers frappent à la porte et Pierre Cossé se retrouve absolument seul au milieu des sacs de farine. L'histoire de la marque aurait dû s'arrêter ce matin-là. C'est alors qu'André Lotz fait son apparition. Fils d'une dynastie de constructeurs de machines agricoles, il ne connaît rien au gâteau, mais il comprend la thermodynamique et les rendements. Lotz rachète les parts du défunt Sauvestre. L'entité Cossé-Lotz est née. Lotz inspecte l'atelier de Nantes et rend un verdict d'ingénieur. L'endroit est minuscule, impossible à mécaniser. En 1904, ils achètent une immense prairie bordée par la rivière à Vertou. Ils y bâtissent une usine moderne. Des fours à chaîne continue de 30 mètres sont installés. Biscuiterie nantaise devient BN. L'ambition change d'échelle. 10 ans plus tard, l'Europe s'embrase. Le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation générale est placardé sur les murs de Nantes. Les mécaniciens, les cuiseurs et les manutentionnaires de Vertou lâchent leurs outils pour rejoindre le front. L'usine se vide de ses forces. Quelques semaines plus tard, un émissaire du ministère de la Guerre se présente chez Pierre Cossé avec un document officiel. L'État réquisitionne l'intégralité de l'usine. La commande du gouvernement tient en une directive martiale. Cessez immédiatement les gâteaux sucrés. L'armée française exige du pain de guerre. Le pain de guerre n'est pas une pâtisserie, c'est une brique de survie composée de farine, d'eau et de sel, cuite à très haute température pour en extraire l'humidité. Le cahier des charges militaire est brutal. Le biscuit doit pouvoir séjourner 6 mois dans une caisse sans développer de moisissure. Il doit résister aux secousses des trains, au gel de l'Est, aux rongeurs et à la boue liquide des tranchées de Verdun. Pour nourrir le front, les fours de Vertou tournent jour et nuit. Les épouses et les sœurs des soldats remplacent les hommes aux cadences de cuisson. Dans une chaleur d'étuve, elles emballent des millions de rations. Quand j'étudie les journaux de marche de cette Première Guerre mondiale, une observation me saisit immanquablement. Il existe une poésie tragique dans l'infrastructure de la survie. En regardant les clichés d'époque montrant de jeunes poilus au visage creusé par la fatigue, serrant dans leurs paumes un biscuit de Vertou, je comprends que cette usine a offert bien plus que de l'amidon. Au milieu des cratères d'obus, dans l'anonymat terrifiant du feu, ce morceau de pâte sèche était un fragment de civilisation. C'était le goût d'un pays qui tenait encore debout, un morceau de foyer glissé dans la musette avant l'assaut. Le 11 novembre 1918, le silence retombe sur l'Europe. Les cloches de Nantes sonnent la victoire. Mais à Vertou, l'euphorie de l'armistice laisse place à une terreur comptable. L'armée résilie ses contrats d'un coup. Dans les entrepôts de la biscuiterie, 300 tonnes de pain de guerre s'entassent du sol au plafond. C'est un désastre.
Ces gâteaux sont trop durs pour les civils et l'entreprise n'a plus de trésorerie. Réduire ces collines de biscuits en farine coûterait plus cher que le produit lui-même. Les jeter signifierait la faillite immédiate de la société Cossé-Lotz. Au lieu d'abandonner, Cossé et Lotz s'enferment au laboratoire. Ils scrutent la brique de guerre et la société française de 1920. Le pays change, les paysans deviennent ouvriers. Cet ouvrier embauche à l'aube. Il lui faut un repas rapide, économique, roboratif. Surtout, ce biscuit doit posséder une résistance mécanique précise, être trempé dans un café brûlant sans se rompre. Lotz ajuste les laminoirs. Il ajoute levure, sucre et graisse végétale. Il perce 16 trous à la surface du rectangle pour évacuer la vapeur de cuisson et figer une solidité parfaite. En 1922, les premières boîtes sortent de Vertou. Sur l'emballage, un nom s'affiche. Le casse-croûte BN. C'est un triomphe instantané. Le gâteau des tranchées vient de conquérir les corons du Nord, les chantiers de Saint-Nazaire et les cours d'école. Biscuiterie nantaise a transformé un rebut militaire en un symbole national. L'usine est sauvée. Le grand siècle de BN peut commencer. Chapitre 2. L'invention du goûter et la plaque de chocolat. Les années 1930 ouvrent une brèche lumineuse dans l'histoire sociale de la France. Le pays respire. En 1936, le Front populaire vote les premiers congés payés. Les ouvriers découvrent la mer, les tandems, le temps libéré de l'usine. Au milieu de ce bouleversement, une nouvelle figure sociale s'impose, l'enfant. Jusqu'ici considéré comme un adulte en miniature qu'il fallait rapidement mettre au travail, l'enfant devient un sujet de soins, de tendresse et de loisirs. De cette révolution silencieuse naît un rituel quotidien qui va sculpter l'identité française, le goûter de 4 heures. À la sortie des classes, les petits écoliers ont faim. Les mères de l'époque improvisent avec les moyens du bord. Elles coupent un quignon de pain rassis et glissent à l'intérieur une barre de chocolat noir. C'est délicieux, mais c'est un désastre technique. Le pain s'émiette au fond des poches, le chocolat fond sous la chaleur des étés, les doigts collent et les pages des cahiers de grammaire se couvrent de macules indélébiles. À Vertou, sur les rives paisibles de la Sèvre nantaise, les patrons de la biscuiterie nantaise observent cette anarchie domestique. Pierre Cossé et André Lotz ne raisonnent plus en simples biscuitiers, mais en ingénieurs de la vie quotidienne. En 1933, 3 ans avant le grand élan des congés payés, ils conçoivent un produit d'une logique implacable. Ils prennent la pâte robuste du casse-croûte, l'affinant, la taillent en 2 dalles rectangulaires parfaitement identiques. Au centre, ils ne déposent pas une confiture coulante ou une crème fragile. Ils insèrent une épaisse tablette de chocolat pur, figée, littéralement emprisonnée entre les 2 couches de biscuits secs. Le Choco BN est né. C'est un chef-d'œuvre de design industriel appliqué à la gourmandise. L'enfant peut jeter son cartable par terre, courir dans les ruelles de Nantes, garder le gâteau dans sa veste pendant une partie de billes, la structure tient bon. Le chocolat reste captif de son armure de froment jusqu'à la morsure finale. Le succès foudroie la concurrence. Les fours de Vertou ne s'éteignent plus. Des flottes de camions aux couleurs de la marque sillonnent les routes de France pour approvisionner les épiceries de quartier. L'usine s'agrandit encore. Les ouvriers de Vertou développent un orgueil d'atelier féroce. Ils savent qu'ils ne fabriquent pas une simple friandise. Ils régulent l'horloge biologique des écoliers du pays. Le Choco BN devient la monnaie officielle des cours de récréation. Il s'échange contre un bon point, il rachète une trahison au ballon prisonnier, il adoucit la terreur des tables de multiplication. J'ai souvent tenu entre mes mains de vieilles boîtes en fer blanc lithographiées de cette époque précise, et une observation me saisit à chaque fois. Sur ces emballages des années 30, l'illustration est d'une austérité magnifique. Pas de mascotte hystérique, pas de promesses marketing tapageuses. On y voit juste le gâteau, dessiné avec la précision d'une pièce d'horlogerie. En regardant cette humilité visuelle, je me dis que le capitalisme industriel de l'entre-deux-guerres possédait encore une décence que la finance moderne a broyée, le respect de la matière. On ne vendait pas un concept d'évasion, on livrait un gâteau dense, honnête, qui tenait ses promesses dans la main. Mais le XXe siècle est une machine à concasser les joies simples. Septembre 1939. Le tocsin résonne dans les villages. La Seconde Guerre mondiale éclate, figeant net le rire des enfants. En juin 1940, l'armée allemande franchit la Loire. Nantes est occupée. L'économie française bascule dans l'enfer de la pénurie orchestrée. Pour le Choco BN, la sentence est immédiate.
Le cacao n'arrive plus des colonies, le sucre blanc est confisqué par l'occupant, le beurre devient un trésor introuvable. Les silos de Vertou se vident. Les immenses mélangeurs s'arrêtent dans un silence de cathédrale abandonnée. La direction tente de faire survivre les machines en cuisant des ersatz sinistres à base de farine de maïs et de fécule de pommes de terre. Le Choco BN disparaît des étalages. Il s'évapore. Pendant 6 longues années d'occupation, les enfants français vont redécouvrir la faim féroce. Le goûter de 4 heures n'est plus qu'une chimère, une tranche de pain grisâtre frottée avec un morceau de rutabaga. Cette frustration collective va enfanter un phénomène de mémoire unique. Les grands frères racontent aux plus petits le goût perdu du biscuit fourré au chocolat, transformant un produit d'épicerie en un reliquaire de la douceur de vivre. En septembre 1943, les bombardiers américains s'acharnent sur le port de Nantes pour détruire les installations allemandes. La ville brûle, des centaines de civils périssent. À Vertou, épargnés par les bombes, les ouvriers regardent le ciel rouge au-dessus de Nantes en serrant les dents. Le gâteau n'est plus un commerce, c'est une salle d'attente pour la liberté. Quand les Américains libéreront la ville en août 1944 et que les premiers sacs de vrai sucre reviendront à l'usine, la relance de la ligne du Choco BN scellera la résurrection du pays. Rouvrir une boîte de BN ne sera pas un acte de consommation. Ce sera le premier souffle d'une enfance rendue à la vie. Chapitre 3. Le sourire innocent. La paix est revenue. Avec elle, une explosion démographique sans précédent bouleverse la société française. C'est le baby-boom. Dans les années 1950 et 1960, les cours de récréation résonnent de millions de voix nouvelles. Le pays rajeunit. Vertou tourne à plein régime pour nourrir cette génération insouciante. Le Choco BN n'est plus seulement un succès commercial. Il devient un marqueur générationnel. Il est l'essence même des 30 Glorieuses. Les mères glissent automatiquement le pavé marron dans les besaces. À 4 heures pile, un geste identique unit les enfants de Marseille, de Lyon et de Brest. On déchire le papier sulfurisé. On mord dans la pâte dense. L'entreprise prospère follement. L'Écossais et les Lotz règnent sur un empire sucrier qui semble invincible. Pourtant, les années 1980 apportent un vent froid. La grande distribution dicte désormais ses lois. Les hypermarchés se multiplient en périphérie des villes. Sur leurs étagères, des copies anonymes apparaissent. Les marques de distributeurs s'emparent du concept de la dalle fourrée. Elles vendent des biscuits similaires, moins chers, emballés dans des plastiques ternes. Le Choco BN perd du terrain. Sa forme rectangulaire, jadis révolutionnaire, est devenue un standard public. Il faut impérativement recréer une distance. Il faut redonner une identité visuelle qu'aucune machine concurrente ne pourra imiter sans risquer le procès. Les ingénieurs de Vertou se penchent sur les rotatives. En 1992, ils réalisent un coup de génie absolu. Ils ne touchent pas à la recette. Ils ne modifient pas le grammage du chocolat. Ils reprogramment simplement les poinçons de la façonneuse. Au lieu de percer des trous de cuisson géométriques et tristes, la machine frappe le biscuit de froment à 3 endroits précis. 2 cercles parfaits pour les yeux. Une ligne courbe et généreuse pour la bouche. Le pavé austère des tranchées se métamorphose. Le Choco BN sourit. C'est un choc anthropomorphique. Du jour au lendemain, le gâteau regarde l'enfant. Il n'est plus une matière inerte que l'on détruit par la faim. Il devient un complice. Il devient un visage ami au milieu de la dureté de l'école. Pour accompagner cette naissance faciale, la marque lance une offensive télévisuelle d'une efficacité redoutable. Les publicitaires s'emparent d'une mélodie italienne obsédante, le fameux Ma na ma na de Piero Umiliani. Les paroles sont simplifiées à l'extrême, martelées avec une joie féroce. BN, BN, Choco BN. Le pays entier capitule devant la ritournelle. La chanson s'imprime de manière indélébile dans le cortex de millions de téléspectateurs. Dans les foyers, les enfants exigent le gâteau qui sourit. Les supermarchés sont dévalisés. Vertou jubile. La biscuiterie semble avoir vaincu le piège de la banalisation industrielle. J'ai longuement analysé les ressorts psychologiques de cette campagne de 1992. Un détail singulier me retient à chaque visionnage. En créant ce visage de pâte, les industriels ont réussi un casse de l'attention phénoménal. Ils ont transformé un acte d'achat mécanique en un attachement affectif. Quand un enfant ouvre son paquet et voit ce sourire bienveillant, il ne peut pas imaginer une seule seconde la violence des rapports de force économiques qui régissent sa fabrication.
Le sourire agit comme un écran de fumée parfait. Il humanise la chaîne de montage. Il masque la froideur des calculs de rentabilité sous l'apparence d'un jeu d'enfant. Et la cruauté des chiffres n'a jamais été aussi proche. Car l'année 1992 cache une vérité effroyable derrière la musique entraînante. Au moment précis où les petits Français découvrent le visage souriant dans leur cartable, un drame intime se dénoue dans le plus grand secret. Les héritiers de la dynastie Kosselot sont fatigués. Les investissements nécessaires pour survivre face aux monstres de l'agroalimentaire les effraient. Loin des fours embaumant le cacao, dans le silence glacial d'un cabinet d'avocats, ils signent l'acte de vente définitif. Ils cèdent la totalité de la biscuiterie nantaise au colosse américain PepsiCo. La transaction est foudroyante. Le gâteau vient de recevoir son sourire éternel, mais la France vient de perdre la propriété de sa joie. Le piège s'est refermé. Chapitre 4. La balle sur l'échiquier financier. Le piège américain se révèle d'une froideur chirurgicale. En achetant la biscuiterie nantaise en 1992, le géant PepsiCo pensait acquérir une simple tête de pont pour conquérir le marché européen du gâteau sec. Mais un biscuit ancré dans l'histoire d'un port centenaire ne se pilote pas comme une marque de soda. Les synergies promises sur le papier s'évaporent face à la réalité des lignes de production. Les ingénieurs américains tentent d'imposer des méthodes de gestion standardisées, mais l'alchimie de Vertou résiste. L'échec est rapide, silencieux, indéniable. Dès 1998, la multinationale décide de purger son portefeuille. BN est jetée sur le marché des fusions et acquisitions. Elle est rachetée par United Biscuits, un conglomérat britannique. Pour les ouvriers nantais, c'est un deuxième arrachement. Le centre de décision de l'entreprise traverse la Manche. Ils désertent définitivement les rives de la Loire pour s'enfermer dans les tours de verre de la City de Londres. À Londres, les nouveaux propriétaires ne goûtent pas les biscuits. Ils scrutent des colonnes de chiffres. Dans les fichiers Excel des analystes financiers, le Choco BN n'est plus un patrimoine culturel. C'est un centre de profit sous-performant qu'il faut brutalement rationaliser. Les ordres de restructuration s'abattent sur l'usine de Vertou avec la régularité d'un couperet. Pour faire grimper la marge opérationnelle de quelques centimes, les auditeurs ordonnent l'optimisation des matières premières. C'est le début d'un sabotage industriel méthodique. Modifier les approvisionnements. Supprimer le beurre de baratte. Injecter des huiles de palme bon marché, remplacer la vanille naturelle par des arômes de synthèse, réduisez le temps de cuisson de 12 secondes par cycle pour économiser le gaz des fours. Les maîtres cuiseurs de Vertou appliquent les nouvelles fiches techniques, la mort dans l'âme. Ils regardent la pâte changer de couleur. Ils sentent l'odeur lourde et écœurante des graisses industrielles remplacer le parfum subtil du froment grillé. Le gâteau perd sa dignité. Il devient fragile, cassant, saturé de sucre rapide. Il perd sa fonction première de pain de guerre roboratif pour devenir une banale confiserie d'hypermarché. Quand j'étudie les archives financières de cette décennie de transition, une réalité glaçante s'impose à mon esprit. Le capitalisme financier possède une technique de prédation fascinante, l'évidement par le symbole. Les directeurs londoniens ont sciemment dégradé la qualité matérielle du biscuit tout en sanctuarisant son emballage. Ils ont cru que le consommateur n'achetait qu'une image. Ils ont cru que le sourire imprimé sur la croûte suffirait à masquer l'effondrement gustatif du produit. C'est une erreur d'analyse fatale. On peut racheter une usine, on peut transférer des licences de fabrication, mais on ne manipule pas impunément la mémoire sensorielle de millions d'individus. La destruction de BN s'accélère par une trahison budgétaire spectaculaire. United Biscuits possède sa propre marque historique, les gâteaux secs McVitie's. Pour imposer cette marque anglaise sur le continent européen, la direction financière opère un transfert de ressources létales. Elle coupe purement et simplement le budget de communication de BN. Les millions de francs jadis investis dans les publicités réjouissantes de la biscuiterie nantaise sont siphonnés pour financer les campagnes de McVitie's. BN est privé de parole. La télévision l'abandonne. Les affiches disparaissent des abribus. Et dans l'univers impitoyable de la grande distribution des années 2000, le silence médiatique est une sentence de mort. Un rival redoutable observe cette agonie silencieuse, le biscuit Prince. Porté par la puissance financière colossale du groupe Danone, puis du géant américain Mondelez, Prince déclenche une guerre d'occupation totale au cœur des supermarchés. Prince sature les écrans de télévision avec ses spots épiques. Prince monopolise les têtes de gondole.
Prince paye des fortunes aux distributeurs pour placer ses boîtes cylindriques à hauteur des yeux, pile au niveau du regard des mères de famille. Repoussés, humiliés, les paquets de Choco-BN glissent vers les étagères du bas. Ils finissent au ras du sol, coincés entre les marques de distributeurs et les premiers prix, là où la poussière s'accumule et où les mains des enfants ne descendent plus. La part de marché de BN s'effondre. Le géant nantais est mis à genoux. Puis vient l'année 2014, porteuse d'une humiliation ultime. Fragilisé, United Biscuits est racheté par Yildiz Holding, un gigantesque conglomérat turc qui regroupera ses activités biscuitières sous la bannière de Pladis. C'est le vertige absolu de la dépossession. Pour la 4e fois en 22 ans, les actes de propriété de l'usine de Vertou changent de main. Les dossiers juridiques s'envolent de Londres pour atterrir dans les gratte-ciel d'Istanbul. À Vertou, un matin de novembre, les vieux cuiseurs franchissent le poste de garde dans un silence lourd. Ils lèvent les yeux vers la grande enseigne métallique où brille le logo aux 2 yeux ronds. Le contraste est d'une violence insoutenable. Le biscuit continue de sourire au monde avec une féroce insouciance, mais les ouvriers ont le cœur vide. Ils ont perdu le contrôle de leur destin. Ils réalisent avec une tristesse infinie qu'ils ne connaissent même plus le nom de leur patron, ni la langue qu'ils parlent, ni le fuseau horaire sur lequel il règle sa montre. La biscuiterie nantaise n'est plus une communauté humaine attachée à un terroir. Elle est devenue une simple balle de ping-pong financière échangée au-dessus des frontières par des banquiers d'affaires. Et sur cet échiquier mondialisé, les pions fatigués finissent toujours par être jetés dans la boîte. Chapitre 5. Un hiver à Vertou. Les années 2010 ne font pas de quartier. Le monde change de peau, de morale, d'appétit. Dans les rayons des supermarchés, une nouvelle religion dicte sa loi. La pureté nutritionnelle. Les applications de scan alimentaire traquent le sucre, décortiquent les graisses, dénoncent les cuissons industrielles. Les parents modernes, terrorisés par les courbes de poids, exigent des listes d'ingrédients courtes et transparentes. Le pavé roboratif de Vertou, jadis célébré comme le carburant de la reconstruction et des 30 glorieuses, est soudainement mis au banc des accusés. Il est jugé lourd, dépassé, archaïque. Sa pâte dense, qui sauvait les poilus de la faim, est désormais perçue comme un ennemi sanitaire. Les parts de marché fondent. De sa position hégémonique, le Choco-BN dévisse irrémédiablement. Il tombe sous la barre tragique des 10% du secteur des biscuits fourrés. La chute n'est plus un recul conjoncturel, c'est un effondrement structurel. Face à ce désamour, les stratèges du groupe Pladis n'opposent aucune vision d'innovation culturelle. Ils dégainent la seule arme qu'ils maîtrisent dans les salles de marché, la compression des coûts et la casse de l'outil de production. En 2019, un plan de restructuration d'une violence inédite est officiellement présenté aux représentants du personnel. Le vocabulaire de la multinationale se barde de ces mots technocratiques conçus pour anesthésier la souffrance. On parle de redimensionnement compétitif, on parle de rationalisation des actifs, mais derrière le jargon lissé des cabinets d'audit, la réalité matérielle est une exécution sommaire. Pladis annonce la suppression de dizaines d'emplois directs sur le site historique de Vertou. Les chaînes de production secondaires, celles qui fabriquaient les petites spécialités locales, sont arrêtées et démontées. L'usine se recroqueville sur une seule ligne de survie. La ville de Vertou encaisse le choc dans un silence de stupeur. Dans cette commune paisible de la banlieue nantaise, traversée par les eaux sombres de la Sèvre, la biscuiterie n'a jamais été une simple adresse d'enregistrement foncier. C'est le cœur organique de la communauté. On y travaille en famille, les neveux succédant aux oncles, les filles reprenant le poste des mères aux emballages. Certaines familles cumulent plus d'1 siècle de labeur entre ces murs de briques. Quand les premières lettres de licenciement arrivent dans les boîtes aux lettres aux abords de l'usine, un hiver psychologique s'abat sur la ville. On vide les casiers métalliques dans un bruit de tôle froide, on rend les blouses blanches et les chaussures de sécurité. On regarde les collègues de 30 ans de ligne baisser les yeux vers le bitume pour ne pas laisser paraître leurs larmes. L'odeur chaude et réconfortante du sucre grillé et du cacao qui flottait sur la vallée à chaque vent d'ouest prend soudainement le parfum lourd d'un avis de décès. Quand j'observe la fin des bastions industriels occidentaux, une sensation me hante systématiquement. C'est le moment précis où la fierté du travailleur se transforme en honte d'être devenue obsolète. En écoutant les confidences de ces hommes jetés dehors après des décennies d'efforts dans le bruit assourdissant des rotatives, je perçois une blessure morale profonde. Ils n'ont pas seulement perdu un salaire à la fin du mois.
Ils ont perdu la certitude de servir à quelque chose de grand. On leur a répété que leur savoir-faire était une charge financière insupportable. On leur a prouvé que leur existence même pesait négativement sur les dividendes d'actionnaires lointains. C'est une destruction humaine silencieuse, un naufrage intime que les rapports annuels des conglomérats ne mesurent absolument jamais. Pourtant, le fond de l'abîme reste à toucher. L'année 2021 s'étire dans une atmosphère de veillée funèbre. Vertou tourne à un quart de ses capacités. Les immenses fours continus de 30 mètres de long ressemblent à des carcasses de monstres marins échoués sur une grève désolée. Puis, à la fin de l'automne, une note confidentielle ayant fuité des bureaux de la direction générale de Pladis à Istanbul fait l'effet d'une charge explosive. La presse nantaise s'empare du document, immédiatement relayé par les journaux télévisés nationaux. Le plan ultime des propriétaires est mis en pleine lumière, la fermeture définitive, totale et irrévocable du site de Vertou. Le calcul des ingénieurs financiers est d'un cynisme absolu. Pourquoi s'encombrer d'une main-d'œuvre française syndiquée et de normes environnementales strictes? Pladis possède des usines géantes, entièrement robotisées, en Turquie et en Grande-Bretagne. Le projet secret consiste à dévisser les matrices métalliques qui gravent le sourire sur les biscuits, à les caler dans des caisses de transport et à les expédier par cargo vers d'autres continents. Le Choco-BN sera cuit à des milliers de kilomètres de sa terre natale, sur des rotatives anonymes. Il suffira de le replacer dans des conteneurs pour l'injecter sur le marché français et le vendre aux mêmes écoliers. C'est la quintessence de la dépossession capitaliste. Le biscuit de la libération, l'icône du goûter, le sourire de l'enfance française, est sur le point d'être déchu de sa nationalité. Pour gratter 3 centimes sur une dalle de froment, la finance s'apprête à raser un sanctuaire de la mémoire collective. Aux portes de Vertou, l'abattement se mue en résistance farouche. Des feux de palettes s'allument devant les grilles. Les journalistes filment les immenses silos rouillés sous le ciel gris de Loire-Atlantique, et sur les écrans du pays, le paradoxe éclate dans toute sa cruauté. Le Choco-BN continue de sourire au monde avec une douceur imperturbable, pendant que les larmes coulent sur les joues des derniers biscuitiers de France. Le compte à rebours de l'effacement est lancé. Chapitre 6. La physique de la nostalgie. L'annonce de la mort programmée de l'usine de Vertou agit comme une décharge électrique sur le corps social français. En automne 2021, le pays est fatigué. Il a traversé des crises sanitaires, des doutes économiques, un sentiment persistant de dépossession industrielle. On accepte la fermeture d'une raffinerie. On observe, résigné, le départ d'une fabrique de roulement à billes. Mais le Choco-BN touche à une zone sacrée. Il touche au goûter. Du jour au lendemain, la banale délocalisation d'une ligne de gâteaux secs se transforme en un affrontement symbolique majeur. Sur les réseaux sociaux, la nostalgie s'embrase et devient une force politique indomptable. Des milliers d'adultes, cadres, ouvriers, étudiants, publient des photos de leurs vieux cartables des années 80. On partage des souvenirs de récréation. Les syndicats de l'usine, d'ordinaire isolés dans leur lutte locale, reçoivent des messages de soutien de la France entière. Des pétitions en ligne rassemblent des centaines de milliers de signatures en quelques jours. Les élus locaux de Loire-Atlantique, de tous les bords politiques, montent au créneau. Ils exigent des comptes au ministère de l'économie. Le message envoyé par la rue est d'une clarté tranchante. Vous pouvez vendre nos banques, mais vous ne toucherez pas à notre enfance. Face à ce mur de fureur populaire, le conglomérat turc Pladis vacille. Les directeurs d'Istanbul comprennent soudainement l'ampleur de leur erreur d'analyse. Fermer Vertou n'est plus une banale opération d'optimisation de trésorerie, c'est un suicide réputationnel absolu sur le marché français. Transférer les machines en Grande-Bretagne signifierait le boycott immédiat des produits par les mères de famille. Pris au piège de sa propre logique comptable, Pladis capitule. Le groupe renonce à raser les murs de briques de Vertou et annonce la mise en vente de la marque Biscuiterie nantaise. Le miracle de la sauvegarde s'opère dans les tout derniers jours de l'année 2022. Un acteur inattendu se présente à la table des négociations, le groupe néerlandais Valeo Foods. Les tractations sont rapides, denses, décisives. Valeo rachète officiellement BN. Le document de cession intègre une clause d'une importance vitale, arrachée de haute lutte par les négociateurs, la garantie absolue du maintien des 270 emplois de Vertou et la sanctuarisation de l'intégralité de la production sur le sol nantais. Les immenses camions de déménagement commandés pour vider les halls ne viendront pas.
Les matrices d'acier qui gravent les visages sur la pâte restent fermement arrimées à la terre de Loire-Atlantique. Janvier 2023. Un matin d'hiver glacial et pur. Au-dessus de la Sèvre nantaise, un épais panache de vapeur blanche s'échappe de nouveau de la haute cheminée de briques rouges. L'usine respire. Dans la halle des pétrins géants, les vieux cuiseurs reprennent leur poste. Ils réajustent les vannes d'approvisionnement en froment. Ils contrôlent la viscosité du chocolat chaud. Quand la toute première plaque sort du long tunnel de cuisson de 30 mètres, digne sous son armure dorée et marquée du célèbre visage bienveillant, une clameur monte des lignes de conditionnement. Des hommes aux mains usées par 30 ans de lignes s'étreignent en silence. Le biscuit des tranchées de 1914 vient de remporter sa propre guerre de position. Quand je contemple la trajectoire de cette biscuiterie centenaire, une conviction profonde s'enracine en moi. C'est ma lecture de l'histoire. Les algorithmes du capitalisme moderne partagent une illusion aveugle. Ils croient que chaque produit fabriqué par la main humaine obéit à une courbe de vie strictement biologique. Apparition, croissance, saturation, obsolescence, destruction. Ils calculent le taux de remplacement, mais ils oublient systématiquement d'intégrer une Hangzhou, une constante fondamentale, dans leur tableur, la force de la mémoire. Le biscuit BN a survécu aux obus de la Première Guerre mondiale, aux pénuries de l'occupation nazie, aux chocs pétroliers, à la pression des supermarchés et à la prédation de 5 multinationales financières. Il n'a pas survécu parce que sa formule chimique est supérieure aux autres. Il a survécu parce qu'il n'est plus un gâteau. Il est devenu un support physique de projection. C'est exactement ici que la grande industrie rejoint les lois de la physique pure, de la même manière que l'ionosphère terrestre renvoie inlassablement les ondes courtes vers le sol sans jamais s'épuiser, la croûte grillée du BN est un miroir réflecteur d'émotions. Elle intercepte l'insouciance d'un pays et la dore au four pour la restituer aux générations suivantes. Ouvrir un sachet de Choco BN aujourd'hui déclenche exactement la même onde de choc sensoriel qu'en 1960. C'est l'odeur de 4 heures pile. C'est le bruit mat du papier que l'on déchire sur le chemin du retour. C'est le soulagement brutal qui marque la fin d'une journée d'école. Les fonds de pension peuvent s'échanger des portefeuilles d'actions à la nanoseconde. Ils peuvent racheter des licences, délocaliser des sièges sociaux et jongler avec les devises, mais ils finissent immanquablement par se briser les dents sur la croûte d'un gâteau sec. Personne ne détient le titre de propriété de l'enfance. Personne ne peut émettre d'offres publiques d'achat sur le souvenir partagé d'un peuple. Les fours brûlent, le biscuit regarde le ciel, et la France sourit.